bienvenue pour cette nouvelle plongée profonde. Aujourd'hui, on s'intéresse à 3i Atlas. C'est un visiteur venu d'au-delà de notre système solaire. Et le troisième confirmé, c'est ça, après Oumuamua et Borisov. Exactement, repéré en 2025. Et il a tout de suite, il s'est fait remarquer par sa taille, sa luminosité aussi. Oui, il brillait pas mal. Notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les données, les articles, pour comprendre ce qui rend cet objet interstellaire si particulier. Il faut dire que les grands télescopes, genre le James Webb, le VLT, ils se sont mobilisés à une vitesse incroyable pour l'observer. Et c'était crucial. Comme pour les autres, en fait, la toute première étape, ça a été de confirmer son origine lointaine en regardant sa trajectoire. Ah oui? Et c'est là qu'on a eu les premières grosses surprises. Alors, qu'est-ce qui, dans sa course, disait clairement « je viens pas d'ici » ? Alors, il y avait surtout deux choses assez flagrantes. D'abord, son excentricité orbitale. L'excentricité, oui. Environ 6,14. C'est un record. Pour rappel, quand c'est au-dessus de 1, la trajectoire est ouverte. L'objet n'est pas lié au Soleil. D'accord, 6,14, c'est énorme comparé aux autres. Ah oui, Oumuamua, c'était 1,2, Borisov 3,36, donc là, on est bien au-delà. Et puis, sa vitesse, très loin du Soleil, environ 57-58 km par seconde. Beaucoup trop rapide pour venir de chez nous, quoi. Exactement. Bien trop rapide pour un objet qui aurait été juste éjecté de notre système. Bon, origine interstellaire validée, donc. Mais j'ai lu que son chemin dans notre système était aussi étonnant. Oui, c'est le mot. Son orbite est rétrograde. Bon, ça arrive, il tourne à contresens par rapport aux planètes. Mais surtout, elle est quasi alignée avec le plan de l'écliptique. Le plan où tournent les planètes. C'est ça, juste 5 petits degrés d'inclination par rapport à ce plan. Et ça, statistiquement, c'est très peu probable pour un objet qui arrive au hasard, non? C'est très improbable. Ça a suscité pas mal de discussions, oui. J'imagine. Il y a une explication simple? L'explication la plus simple et probablement la bonne, c'est un biais d'observation. Nos télescopes, ils scrutent surtout cette zone de l'écliptique. Logique, on trouve plus facilement là où on cherche. Voilà. Mais bon, passons à l'objet lui-même. On sait à quoi il ressemblait, ce 3i Atlas. Alors, c'était pas simple. À cause de sa chevelure, le halo de gaz et de poussière autour du noyau, la coma. Les estimations de taille varient, mais on parle quand même de quelques kilomètres de diamètre. Hubble a même donné une limite max à 5,6 km. Ah oui, c'est nettement plus gros que les deux autres visiteurs. Oui, bien plus gros. On a aussi compris qu'il tournait très lentement sur lui-même, un tour en 16 heures environ, et qu'il était sûrement de forme allongée. Et cette rotation lente, ça a une conséquence directe et assez visible en fait. Laquelle? Le côté qui fait face au soleil a beaucoup de temps pour chauffer. Du coup, les glaces se vaporisent, on dit qu'elles subliment, de façon bien plus intense de ce côté-là. Ah, d'accord. Et c'est ça qui explique ce panache de poussière assez persistant qu'a vu Hubble, toujours pointé vers le soleil. Un lien direct entre la rotation, la chaleur et l'apparence de la comète. Donc il dégazait, c'était bien une comète active. Mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas une comète tout à fait ordinaire. Exactement. L'activité était là, visible, mais moins forte que celle de Borisov. La poussière était rougeâtre, ça c'est assez classique. Mais le truc un peu bizarre au début, Oui? c'est qu'on voyait bien cette poussière, mais les instruments en lumière visible, ils ne trouvaient pas les gaz habituels des comètes, comme le cyanogène, le CN ou le C2. Ah oui, curieux. Un vrai casse-tête alors. Comment on a trouvé la réponse? La clé est venue de l'infrarouge, grâce au télescope spatial James Webb. Et là, surprise totale, une quantité massive de dioxyde de carbone, de CO2. Ah, Il dominait complètement la composition de la chevelure. Le rapport CO2 sur H2O, l'eau, était de 8 pour 1. C'est énorme par rapport à nos comètes. 8 fois plus de CO2 que d'eau. En gros, oui. Le JWST a aussi trouvé du monoxyde de carbone, du CO et d'autres trucs comme l'OCS et bien sûr de la glace d'eau aussi. Attendez une minute. Ça veut dire que ce n'était pas l'eau qui le faisait fumer au début quand il était encore loin? Précisément. L'activité qu'on voyait au début, elle venait de la sublimation de glaces bien plus volatiles comme le CO2 et le CO. Qui se transforme en gaz à très basse température. Voilà, bien avant l'eau. Et ces gaz-là sont quasi invisibles en lumière visible. L'eau et les gaz qui vont avec, comme le CN, qu'on a fini par voir plus tard avec le VLT, quand l'objet s'est réchauffé, ils n'apparaissent vraiment que plus près du Soleil. D'accord. Donc une recette chimique vraiment exotique. Qu'est-ce que ça nous dit sur son lieu de naissance? Ça suggère fortement qu'il s'est formé dans un environnement très différent du nôtre, peut-être très loin de son étoile,
près de ce qu'on appelle la ligne des glaces du CO2, Ou alors? ou dans une zone avec beaucoup de radiation, ou peut-être qu'il avait une sorte de croûte qui isolait l'intérieur. On a aussi détecté du nickel atomique sans voir de fer, c'est une autre signature un peu étrange. C'est fou comme chaque visiteur est différent. Absolument. Si on compare à Oumuamua, qui n'avait pas de coma visible, et à Borisov, plus actif mais chimiquement plus classique, même s'il était riche en CO. Ça montre surtout une chose, la diversité incroyable de ces objets. Il n'y a pas un seul modèle. Et on a une piste sur sa provenance dans la galaxie, d'où il pourrait venir. Cette trajectoire, une fois qu'on la remonte, elle semble pointer vers une origine dans le disque épais de la Voie lactée. Le disque épais c'est une région de la galaxie qui abrite des étoiles plus vieilles que notre Soleil et souvent moins riche en éléments lourds, ce qu'on appelle les métaux en astro. Ce qui voudrait dire que 3ATS pourrait être super vieux, un fossile cosmique. Potentiellement, oui. Peut-être plus de 7 milliards d'années, donc plus vieux que notre système solaire. Et le fait qu'il soit encore actif après tout ce temps, c'est remarquable. C'est très remarquable. Et sa grande taille, c'est aussi un défi pour les modèles qui essaient d'expliquer comment les planètes se forment autour de ces étoiles anciennes, pauvres en matériaux. Donc pour résumer, 3ATLAS, c'est un grand voyageur interstellaire, sûrement très ancien, assez massif, lent sur lui-même, avec une chimie où le CO2 domine, et qui vient d'un quartier différent de notre galaxie. C'est une bonne synthèse ? Chaque nouvel arrivant, en fait, nous montre que les systèmes planétaires peuvent être vraiment très différents les uns des autres. Exactement. Et on n'en est que début. Avec les télescopes de nouvelle génération, comme l'observatoire Vera-Rubin qui arrive, on s'attend à en trouver des dizaines, peut-être des centaines. Ah oui, carrément. Donc la question, ce n'est plus si on va en trouver d'autres, mais plutôt quelle sera la prochaine surprise? Quelle nouvelle chimie, quelle nouvelle physique le prochain visiteur nous révélera sur l'incroyable diversité de la formation des planètes dans la galaxie?